13e épisode du podcast Tandelvraz, la cantine numérique de Brest. Nous recevons Louise Jacot-Thierry, interne en gynécologie obstétrique à Rennes Sud. Elle vient nous parler de la création d'une maison des femmes à Rennes. Basée sur le modèle de la maison des femmes de Saint-Denis, c'est un lieu de prise en charge pluriel qui s'appuie sur un centre hospitalier et est ouvert sur la rue où les femmes victimes de violences peuvent se rendre librement et en toute sécurité. Bonjour Louise Jacot-Thierry, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. De rien, bonjour. Tu es interne des hôpitaux à Rennes Sud. Tout à fait. Tu es spécialisé principalement en gynéco-obstétrique, Mhm. mais pas que. Mais pas que. En effet, donc je suis interne en gynécologie obstétrique. Donc c'est toute la spécialité qui s'occupe de la santé des femmes, de la chirurgie de la santé des femmes et de faire accoucher les femmes. Donc c'est gynécologue accoucheur. Et je complète cette formation avec un diplôme de médecine légale pour devenir gynécologue légiste. Pourquoi la médecine légale? Parce que la médecine légale, c'est la spécialité qui s'occupe des violences. C'est la médecine de la violence. C'est donc qui étudie les conséquences des violences sur le physique, sur la santé psychologique aussi. Et c'est la spécialité qui est en lien avec la justice euh, et donc qui s'occupe d'intervenir lors des procès pour être expert et dire si les violences sont constatées, les blessures constatées sont compatibles avec les violences supposées, par exemple. Donc ça a un vrai sens de travailler avec la médecine légale quand on est gynécologue, et notamment quand on veut spécialiser dans les violences faites aux femmes, parce ça permet d'avoir des connaissances sur le psychotraumatisme, sur les conséquences des violences, sur le lien entre santé et justice. Et quand on parle de violences faites aux femmes, c'est important de pouvoir avoir ce bagage-là. Et toujours dans ce bagage que tu es en train de construire, hein, tu le complètes également avec des masters en sciences politiques et action publique, je crois. Ouais, c'est ça. Alors du coup, l'année dernière, j'ai validé un master d'éthique hospitalière appliquée. Et cette année, je suis en master de sciences politiques, action santé publique. Donc ce sont des masters qui permettent de faire un pas de côté, d'avoir un peu de recul par rapport à la pratique clinique au quotidien à l'hôpital, qui permettent d'obtenir des clés de compréhension. Alors sur le master éthique, c'était plus des clés philosophiques, de philosophie morale. Là, cette année, c'est plus des clés sociaux, des clés sciences politiques. Et donc, ces clés-là, elles permettent d'avoir un autre regard sur notre pratique. Ce pas de côté permet d'avoir une réflexivité et de réfléchir aux soins, à qu'est-ce que prendre soin, comment on le fait au niveau interpersonnel, mais aussi au niveau global, au niveau structurel, politique. Et Donc, quelque part, le soin au-delà de la santé. le soin au-delà de la santé, alors au-delà du prendre soin du corps physique, au-delà Mhm. ou même des pathologies psychiatriques. C'est le prendre soin, c'est comment, c'est une vision globale du soin. C'est une vision globale du soin parce qu'on pense le soin dans la relation soignant-soigné, mais on pense le soin aussi dans un système de soins, dans un parcours soignant, dans l'offre de soins. Et notamment dans tout ce qui est violence et violences faites aux femmes, c'est important parce que, et je pense qu'on va en parler par la suite, mais l'offre de soins pour ces femmes-là, elle est insuffisante et donc il faut la penser, il faut la créer. Et avoir ces clés de réflexion, hein, philosophiques, sociologiques, euh, politiques, permettent de faire un autre soin aussi. Et en plus de ce parcours, on va dire, théorique ou universitaire, hein, tu as aussi une expérience pratique qui nous intéresse ici, celle de la Maison des femmes de Saint-Denis, dans laquelle tu es resté en immersion pendant quelques temps. Mm. Ouais, quand j'ai voulu me spécialiser dans la prise en charge des femmes victimes de violences,
Heu, j'ai contacté, le docteur Rada Hatem qui, est la, fondatrice. Elle est gynécologue et elle a fondé, il y a 5 ans maintenant, la première maison des femmes de France. Donc il y a un lieu, qui regroupe au même endroit un centre d'IVG, une unité qui prend en charge les patientes victimes d'excision et une unité qui prend en charge les femmes victimes de violences. Dans cet endroit-là, il y a des professionnels de la santé de la femme, du coup, qui travaillent à une prise en charge globale. Donc il y a des médecins, des gynécologues, des psychiatres, des psychologues, des conseillères conjugales et familiales. Il y a aussi, du conseil juridique, de la prise en charge sociale, du conseil d'avocat. Les femmes peuvent déposer plainte, dans cette structure et il y a des ateliers, psychocorporels qui travaillent sur, le sentiment de dignité, sur, le sentiment d'empowerment pour que ces femmes-là, se reconstruisent aussi à ce niveau-là. D'accord. Donc il y a des intervenants qui viennent du monde médical et du monde associatif. Des intervenants du monde médical et alors c'est pas, du monde associatif, c'est des artistes, des sportifs, une prof de théâtre et cetera qui, interviennent au sein de la Maison des femmes et alors sur le plan bénévole, ça va être plutôt, des juristes et des avocats qui interviennent, bénévolement pour faire du conseil juridique. Mais sinon ce sont des gens qui sont embauchés par la Maison des femmes, qui travaillent là. Et donc quand j'ai voulu me spécialiser, moi j'avais connaissance de cette maison et de Rada Hatem, de ce Mhm. médecin, gynécologue qui est réputé, qui est très connu dans le domaine parce qu'elle est extraordinaire, de par, toute cette, enfin, toutes ces actions et donc du coup j'ai voulu, me former auprès d'elle puisque c'était en fait le seul centre expert en France Il est très récent d'ailleurs. qui a ouvert en 2016, donc qui est depuis 2016 qui fait ses preuves puisque il est de plus en plus plébiscité par les femmes. Sa fréquentation croît à vitesse grand V. Là, ils sont en train d'inaugurer une extension. Ils doublent leur capacité d'accueil physique. Et, euh, et donc, je l'ai contactée et elle m'a dit, bah, bien sûr, viens te former. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler un semestre dans cette maison des femmes. Donc tant au niveau du centre IVG, au niveau de l'unité mutilation, au niveau de l'unité, violence. J'ai pu suivre chaque intervenant. J'ai pu faire des consultations aussi, de moi-même. Me former aussi auprès de Rada Hatem à comment on monte un tel projet, une telle maison, une telle structure. Comment on travaille, en équipe, en partenariat avec, un territoire, un réseau aussi, d'acteurs, dans la prise en charge de ces femmes-là. Donc ça a été une expérience, fondatrice, puisque, en revenant à Rennes, voilà, avec, une équipe de médecins, on a décidé de dupliquer ce modèle-là. Donc c'est ce à quoi on travaille en ce moment et on est vraiment porté en plus par une dynamique, nationale puisque, Rada Hatem travaille à la duplication de son modèle puisqu'elle en est convaincue, c'est ce qui fonctionne. On voit, hein, les femmes, dans ces structures-là, elles ressortent, heu, renforcées, alors pour certaines, parce que chacun ont leur parcours, et qui est pas toujours, évident, mais en tout cas, il y a un impact très positif pour ces femmes-là, donc elle a à cœur de dupliquer ce modèle et donc elle soutient, toutes ces petites sœurs qui, sont en train de D'essaimer et de bourgeonner. voilà, c'est ça, donc il y a un collectif qui a été créé, qui est le collectif, #Restart. Restart pour renaissance en fait, Mhm. c'est le but pour ces femmes-là qui viennent dans ces maisons-là et qui vise à aider la duplication des petites sœurs et puis, à faire du plaidoyer pour que, il y ait des financements, pérennes, pour faciliter, heu, l'émergence de prises en charge dédiées pour ces femmes-là. D'accord. Parce que c'est vrai que si elle a rien de nouveau, la violence faite aux femmes semble atteindre désormais une visibilité publique un peu plus grande. La parole semble se libérer. Ça demande de peut-être reprendre en compte le lien entre violence et santé à nouveau frais, de
construire, en fait, de retisser ce lien et la réponse qu'on peut lui apporter. Oui, alors, en effet, alors il y a, bon, la problématique des violences faites aux femmes, c'est une des priorités du quinquennat du président actuel. Donc, on en parle beaucoup. Et il y a depuis 2015 hashtag #MeToo, les mouvements féministes. Donc, oui, depuis le 2015, on en parle de plus en plus. Et dans les discours politiques, on entend euh, des hommes politiques qui s'adressent aux femmes en disant parlez, n'hésitez pas à parler, à sortir du silence. Oui, d'accord, ok. Et après? Et après? Mmh. C'est-à-dire que après, il faut des structures de soins, des structures évidemment juridiques, mais enfin, des dispositifs juridiques, c'est moins mon domaine. Moi, mon domaine, c'est le soin. Euh, et c'est prouvé, reprouvé, re-reprouvé que les violences ont un réel impact sur la santé. Donc on pense tout de suite à la santé physique. Alors, Oui, un lien direct, on le voit bien. en lien direct, voilà. Coup de poing, traumatisme au niveau de la face, des dents, Mmh. ORL, de l'oreille, les fractures, les hématomes, les traumas crâniens. euh, donc, lien très voilà, évident, auquel on pense tout de suite. Mais en fait, il y en a aussi beaucoup d'autres, hein. Il y a impact sur la grossesse, par exemple. Des grossesses qui se passent moins bien, des menaces d'accouchement prématuré, des fausses couches tardives. Et surtout que les violences se déclarent très souvent au cours de la première grossesse. Donc ça a un lien, voilà. Des conséquences sur tout ce qui est infection sexuellement transmissible, intervention volontaire de grossesse. Et c'est pour ça aussi que avoir un centre IVG au sein de la maison des femmes, c'est logique puisque les femmes qui ont recours au centre IVG sont plus susceptibles d'avoir vécu des violences dans leur vie. Et inversement, les femmes qui ont vécu des violences sont plus susceptibles de recourir une fois à un IVG dans leur vie. Il y a évidemment tous les problèmes de dépression, troubles anxieux, addictifs, toutes les addictions, tentatives de suicide, etc. Donc tout ce qui est du domaine plutôt de la psychiatrie, bien entendu. Mais on pense moins aussi à l'obésité, le diabète, les maladies chroniques. Il y a des liens qui ont été faits avec certains cancers. Voilà. Quasiment toutes les spécialités en médecine sont touchées, enfin ont un rapport avec les violences faites aux femmes. Et c'est vrai que tu montrais bien cette idée que effectivement le lien peut être plus lointain qu'on ne le pense, Mm, mais aussi plus à long terme. mm, Euh, voilà, peut-être avec des conséquences. Donc, tu parlais déjà de maladies chroniques, mm. mais il y a toute une dimension en fait sur le temps long. Sur le temps long. Alors sur le temps long, entre le moment où sont passées les violences et les répercussions, j'ai envie de dire, ça s'étale sur toute la vie tant qu'on ne prend pas en charge le psychotrauma. Parce qu'en fait, et c'est ça le deuxième point, c'est que non seulement l'hôpital, le soin est une porte d'entrée pour ces femmes-là qui vont consulter parce qu'elles ont des plaintes somatiques ou psychologiques, des pathologies. Donc c'est une porte d'entrée. Mais donc il faut les prendre en charge. Mais il faut aussi prendre en charge le psychotrauma. Le psychotrauma, tu peux donner une définition? Alors le psychotrauma, c'est un syndrome donc qui regroupe plusieurs symptômes. Face à une agression, l'humain est programmé pour fuir. Et quand il ne peut pas fuir, quand c'est pas possible, il y a de telles décharges d'hormones de stress que si il ne fuit pas ou s'il ne fait pas quelque chose, il y a un risque de mort imminent, enfin du fait des Mhm. hormones de stress. D'accord. Et ça peut être quand on subit la violence ou Ouais. quand on y assiste aussi. Alors assister à une violence, c'est une violence. Donc D'accord. oui, quand on y assiste aussi. Et donc à ce moment-là, pour survivre, le corps humain libère d'autres hormones qui sont des hormones proches de la kétamine, des choses comme ça, qui déconnectent le cerveau. C'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. La victime va avoir l'impression de survoler la situation, d'être à l'extérieur de son corps,
les émotions qu'elle va ressentir à ce moment-là vont être coupées de l'événement traumatique. C'est une défense passive qui s'enclenche instinctivement, en fait. Enfin, ici, automatiquement. Physiologique, c'est physiologique, voilà. Mhm. C'est un mécanisme de survie. Pour ne pas mourir de stress, parce qu'on ne peut pas Mhm. fuir, on se déconnecte. Et à ce moment-là, l'événement traumatique s'encode dans une partie du cerveau qui est différente de la mémoire habituelle où voilà, ça s'encode et on peut le mettre un événement normal, on peut ne pas y penser, on peut se dire tiens, j'aimerais bien Mhm. repenser à la fête de mes 18 ans et ça revient naturellement. À ce moment-là, c'est pas comme ça que ça se passe. L'encodage dans la mémoire se fait à un endroit du cerveau qui va être responsable d'une mémoire traumatique. Et la mémoire traumatique, c'est quoi? C'est par exemple l'amnésie. On oublie complètement l'événement jusqu'à ce qu'une fois dans notre vie, quelque chose nous rappelle à cet événement et la mémoire se réenclenche. C'est pour ça qu'il y a des victimes qui, pendant des années, ont oublié qu'elles avaient été victimes d'inceste, par exemple. Et un jour, face à un nouvel événement traumatique, ça ressurgit et c'est envahissant. À ce moment-là, la mémoire n'est plus du tout maîtrisable et donc ça va être des flashs comme des films qui repassent devant les yeux et qui sont très intrusifs dans la vie de tous les jours. Où on peut être en pleine discussion et on va avoir un flash de l'événement traumatique. Ça va être parfois, à chaque fois qu'on ressent l'odeur du tabac, si l'agresseur sentait le tabac, Mhm. ça va être des flashs. Des Le flashs ventre très violents. très violent. On revit la situation en direct. Donc ça, c'est la mémoire traumatique. La dissociation, c'est vraiment ce détachement émotionnel anormal par rapport à la situation. Et cette dissociation, elle est parfois salvatrice, souvent salvatrice, et les patientes victimes de traumatisme peuvent rester dissociées très longtemps et peuvent rechercher cette dissociation puisque c'est comme une anesthésie émotionnelle en fait. Mhm. C'est un vrai Donc, mécanisme de défense et de voilà. protection. Donc elles vont se mettre dans des situations pour reproduire cette dissociation. Donc elles vont se mettre dans des situations violentes, des situations de danger, des situations de peur. Ça va être des conduites dangereuses, de la conduite par exemple très rapide, de se remettre dans d'autres situations de danger pour retrouver sa dissociation et donc s'anesthésier de nouveau et ne pas vivre en permanence les émotions en lien avec le psychotrauma. D'accord, ce premier psychotrauma, mais du coup, Mmh. qui peut amener éventuellement à se trouver dans des situations d'autres violences Tout à et à répéter un nouveau psychotrauma. Et... Tout à fait. C'est le cercle vicieux des violences. D'ailleurs, dans la même logique, on sait que, quand on a été victime de violences enfant, on a, plus de chances, de risques d'être victime de violences à l'âge adulte ou d'être acteur de violences à l'âge adulte. Donc c'est vraiment il y a un cercle vicieux qu'il faut absolument casser à un moment Mhm. et prendre en charge ce psychotrauma, donc avec une approche des violences faites de la problématique des violences faites aux femmes par le soin, c'est indispensable pour donner une chance à ces femmes-là de s'en sortir. Parce que le psychotrauma met la victime hors d'état de nuire. Pourquoi? Parce que il désorganise complètement la victime, donc qui ne peut pas, qui devient incapable de construire son parcours de soins Mhm. pour sortir de là. Et en plus, les parcours sont labyrinthiques. Il y a des associations de partout. Alors c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de ressources pour ces femmes-là, notamment sur le territoire à Rennes, là où je travaille. Mais c'est très compliqué parce que qui pour le juridique, qui pour le social, Ouais. qui pour la psychologue, qui pour les enfants. Et donc en fait, euh, c'est des parcours complexes qui demandent de la lucidité, de la clairvoyance psychologique. Oui, du recul, beaucoup de compétences techniques, Voilà. et puis un suivi, j'imagine, au long cours, quand on a des hauts des bas, difficiles à tenir. Et donc là, l'idée de la Maison des Femmes, si j'ai bien compris, c'est en entrant par le soin, on ouvre en fait à tous ces autres aspects juridiques, psychologiques, sociaux, hein, Voilà. et à une prise en charge multidisciplinaire Mm. du point de vue médical,
avec des médecins, des mmh, sages-femmes, mmh, paramédicales, des infirmiers, des psychologues, tout ce que tu décrivais. mmh, Mais aussi, quelles sont toutes ces disciplines qui sont déjà prévues mmh, ou en tout cas attendues mmh, à plus ou moins long terme. mmh. Donc, ouais, donc juste pour reprendre, on entre par le soin parce que c'est la voie d'entrée, parce qu'aussi, c'est un lieu de confiance, le soin, c'est neutre, c'est pas, connoté, médecine légale, enfin alors le soin, par la gynécologie, par, le centre IVG, c'est pas, du juridique, c'est pas du social, c'est pas stigmatisant. La consultation, c'est un lieu de secret médical. La relation soignant-soigné, c'est un lieu de confiance. Donc on est les premiers dépositaires de leur parole souvent, ces femmes-là, donc c'est important. Et puis pour soigner le psychotraumatisme. Donc c'est les trois un peu les 3 grandes raisons de D'accord. commencer par le soin. Et donc la question c'était, quelles sont les ressources disponibles à la Maison des Femmes? Voilà, ou celles qui seront tout de suite disponibles, et celles que tu attends dans un deuxième temps. Ouais. Alors, je peux rien affirmer pour l'instant parce que voilà, on est en phase de montage de projet et notamment de recherche, de financement. Donc, l'offre disponible sera tout à fait corrélée à cette recherche de financement. L'objectif, en tout cas, c'est d'ouvrir avec le centre IVG déjà existant. Donc, il y a des médecins, des sages-femmes, des conseillères conjugales, des infirmières, des assistantes sociales qui travaillent autour de l'avortement et de la planification familiale, donc l'accès à la Hmm. contraception et à la consultation gynécologique. Il y aura l'unité mutilation qui existe déjà et qui fonctionne déjà très bien avec le docteur Harlicot, qui est le chirurgien qui répare les clitoris des femmes Mhm. excisées, qui travaille avec 2 sages-femmes qui sont là pour accueillir les questionnements des femmes et y répondre, et une psychologue qui est spécialisée dans la prise en charge du psychotraumatisme et de ces femmes excisées. Donc cette équipe-là sera présente à la Maison des Femmes. Et l'objectif est de créer une nouvelle unité, qui est une unité violence, qui, euh, qui embauchera une sage-femme référente. Cette sage-femme référente, elle est là pour accueillir la patiente, faire un peu le diagnostic de ses besoins médicaux, psycho, social, et créer un parcours de soins avec les soignants de la Maison des Femmes et les acteurs de la prise en charge des violences faites aux femmes sur le territoire rennais. C'est elle qui va faire ce maillage entre la Maison des Femmes et le réseau déjà existant sur le territoire de Rennes. Euh, à la Maison des Femmes, du coup, elle pourra avoir accès à une assistante sociale, euh, à une psychologue. On aura aussi accès à des avis psychiatriques, à des avis de médecins légistes, à des avis de pédiatres, si besoin est, s'il y a des enfants qui sont co-victimes de ces situations de violence conjugale, par exemple. Et puis, on travaille en lien avec des associations, donc il y a des partenariats qui sont en train d'être formalisés. Donc rien de... Enfin, tout est encore de formalisation, mais l'objectif, ça serait que des associations viennent faire des permanences au sein de la Maison des Femmes, par exemple des associations de conseil juridique, par exemple. Hmm. Des associations d'avocats qui viendraient également. Et puis on travaille avec la police et la gendarmerie pour un dispositif de facilitation de dépôt de plainte pour que ces femmes-là puissent avoir accès à une procédure judiciaire. Et on travaille aussi à ce que, comme sur le modèle de la Maison des Femmes, il y ait toute cette prise en charge qui est partie intégrante de la Maison des Femmes, c'est une prise en charge psychocorporelle pour que ces femmes aient la possibilité de travailler sur le sentiment de dignité, Oui. sur leur rapport à leur corps, sur leur capacité d'empowerment, pour Hmm, qu'elles hmm. aient envie de le faire, qu'elles aient l'énergie de le faire, qu'elles retrouvent leur amour propre et qu'elles aient une énergie nouvelle pour se battre, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça amène à proposer des choses qui peuvent paraître peut-être moins centrales par rapport à ce vécu traumatique, Mm. mais qui aident à la reconstruction, qui font partie en fait
de ces gestes du quotidien qu'il faut retrouver. Tout à fait. Il faut c'est ça fait alors on pourrait dire que c'est accessoire, mais en fait, à la Maison des Femmes 93, donc à Saint-Denis, la maison du docteur Rada Hatem, on voit très bien ce lien, indissociable entre, prise en charge, vraiment, somatique, physique, psychologie enfin, avec des psychologues, des psychiatres, mais aussi un travail, donc ça va être du karaté, de la danse, du théâtre, de l'art-thérapie, heu et pour donner, à ces femmes, voilà, la possibilité de retrouver leur dignité aussi. Donc et c'est indissociable. Donc nous, on voudrait vraiment travailler là-dessus et ce qui aide aussi beaucoup les femmes, c'est les prises en charge collectives. Donc ça, je parle des groupes de parole et donc la Maison des Femmes 93 a des groupes de parole avec des thématiques: violences sexuelles, violences conjugales, excision, et cetera, inceste et de pouvoir se retrouver entre pairs, de pouvoir, voir qu'on n'est pas les seuls, de pouvoir, échanger sur, comment on fait pour s'en sortir, se donner des conseils, hem, être solidaire, retrouver aussi une sensation de sororité. Tout ça, c'est grâce aux ateliers de groupe de parole et donc on veille aussi à ce que, ça soit possible dans la nouvelle maison des femmes, du ca de Rennes. Oui, pouvoir se construire à la fois en regard avec des personnes qui vous aident, mais aussi regard avec des personnes qui peuvent partager votre vécu. Mmh. C'est vraiment important et enfin, c'est au cœur d'une reconstruction. Tout à fait, surtout dans le psychotrauma, parce que les femmes victimes de psychotraumatisme, heu, peuvent très vite, penser qu'elles sont folles. Parce que, les flashs visuels, parce que les crises d'angoisse, parce que, à chaque fois qu'elles sentent telle odeur ou qu'elles entendent tel bruit, elles Mhm. ont des reviviscences. Oui, et du coup des réactions peut-être disproportionnées, en tout cas socialement. Voilà, qui peuvent paraître socialement, disproportionnées, Mhm. mais qui en fait s'expliquent tout à fait par ce processus physiologique dont on parlait tout à l'heure et donc se rencontrer entre pairs et se rendre compte qu'en fait on partage toutes le même syndrome, le même ça aide à s'en sortir. Pareil, les femmes victimes de violences conjugales, elles sont prises dans un cycle des violences avec une stratégie de l'agresseur qui, se retrouve, dans toutes les situations de violence conjugale et de s'entendre dire, heu: «Moi aussi j'ai vécu cette situation, moi aussi mon agresseur il a adopté telle stratégie», ça déculpabilise. «Ah bon, donc c'est pas de ma faute? Mhm. Ah bon, donc si j'ai pas réussi à m'en sortir, de cette emprise, rapidement, c'est parce que, c'est justement cette stratégie de l'agresseur qui met, la main mise sur la victime et vous aussi, vous toutes là, vous l'avez, vécu donc on l'explique en consultation, on explique aux femmes. Oui, c'est pas moi qui suis particulièrement faible, Voilà, c'est un schéma dans lequel n'importe qui peut entrer. voilà, c'est ça. Donc on explique aux femmes, on explique, le pourquoi il y a un psychotraumatisme, quels sont les symptômes, on explique quels sont les stratégies de l'agresseur, pourquoi, elles se sont retrouvées prises au piège dans cette emprise-là, les mécanismes de l'emprise et cetera et ça les aide à se dire: «OK, d'accord». Mhm. Heu, mais se l'entendre dire par des pairs, ça donne une autre dimension aussi. Et peut-être que c'est aussi, ça permet de contrebalancer un message ou un écho social qui dirait exactement le contraire, hein. Une ambiance de société qui finalement accuse les victimes beaucoup. Ouais, bah, on est vraiment dans une société de culture du viol, hein, où c'est, la victime, bah, elle l'avait bien cherché, en même temps, se promenait à telle heure, dans telle tenue, en même temps, elle avait qu'à partir au premier coup, en même Hmm. temps, Elle n'a pas voilà, été claire. elle a pas été claire, elle a pas bien dit non. Pour ça, la question du consentement, comment ça elle a pas dit non? C'est aussi tout ignorer le phénomène de sidération, ce qu'on parlait, la dissociation, la sidération, de physiologiquement être incapable de réagir puisqu'on est sur le coup d'un tel choc traumatique que c'est impossible de réagir. Et donc, heu et toute notre société, enfin, est basée sur cette culture-là et donc, dire aux femmes: «Parlez maintenant, allez-y», c'est ignorer aussi, bah, toutes ces injonctions, à la culpabilité et puis, au silence qu'on a partout dans notre société.
Ça, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de prévention, je pense aussi à faire auprès des jeunes, d'expliquer les rapports de genre, les rapports de domination, Mhm. décrypter, analyser ce qui se passe dans notre société, et alors ça sera plutôt peut-être dans un second temps, mais c'est aussi une bataille qu'on veut mener avec la Maison des femmes, de pouvoir, être dans la prévention, être dans l'accueil du jeune public, pour sensibiliser aux questions de genre, aux questions de domination, à cette culture du viol, aux violences, à leurs conséquences, et cetera. Très bien. Et donc l'ouverture est prévue pour quand? Mmh. Alors là, nous, on espère à la fin de l'année. Il y a encore, des si qui vont se débloquer là prochainement. Donc on croise les doigts, mais on est en de très, très bonne voie. Et les institutions sœurs, hein, les institutions jumelles, hein, les autres qui copient le modèle de la Maison des femmes de Saint-Denis, il y en a déjà qui sont ouvertes ou elles sont aussi en cours? Alors, en France, il y a, la maison d'Ella à Bordeaux, la maison de Soie à Brive-la-Gaillarde. Il y en a une à Bruxelles. Et alors là, la prochaine à ouvrir, ça va être soit, Casavia, la Salpêtrière, Paris, la Salpêtrière, qui est en train de voilà, d'être l'ouverture est imminente, je pense. Et dans les autres projets, il y a Marseille, qui a un gros projet qui a une ouverture, prévue pour septembre-octobre, de cette année. Et Rennes, il y a des projets à Reims, Paris Bichat, Paris Plaisir. Heu, Sacré réseau quand même. voilà, sacré réseau. Là, en ce moment, dans le collectif, c'est pour je crois ne pas me tromper si je dis qu'on est 11. D'accord. Voilà. Et si des auditeurs et des auditrices voudraient suivre un peu cette actualité-là ou ton actualité, qu'est-ce que tu conseillerais comme source d'information ou source de contact? Le site de la Maison des Femmes 93 est extrêmement bien fait. C'est un site, aussi un peu blog qui publie beaucoup de podcasts, de portraits de femmes, de portraits d'équipes, qui, communique beaucoup sur les événements et heu et les avancées, de tous les projets. Donc pour l'instant, c'est vraiment je pense la source, la plus importante d'informations. Après nous, au niveau du projet rennais, on n'a pas encore de support, de communication. Donc ça ne saurait venir et si c'est le cas, je pense que de toute façon, en suivant, la Maison des femmes, 93, par Instagram, par exemple, Instagram, il publie aussi beaucoup ou Facebook ou le site internet, heu, on entendra parler des ouvertures de toutes les petites sœurs. Très bien, ben, en tout cas, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Bah, Merci beaucoup, Louise Jacot-Thierry. merci. Merci d'avoir donné l'occasion de présenter, à la fois ce modèle-là qui fonctionne et qui est super, notre projet de duplication et puis d'échanger sur ce sujet d'actualité et malheureusement pas que d'actualité puisque c'est comme ça depuis la nuit des temps, mais de cette, violence envers les femmes, et de la nécessité de les prendre en charge. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Nous espérons qu'il vous aura intéressé et plu. Questions et commentaires par email coucou@lacantine-presse.net ou sur Twitter @andaolvraz.